Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jean Carton. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dédiée à un jeu issu du financement participatif, que ce soit par Kickstarter pour la version originale ou par Game on Tabletop pour la version française. Ce jeu édité par Lucky Duck Games, c'est Sleeping Gods. Donc Sleeping Gods est un jeu coopératif en campagne narrative dans lequel les joueurs vont incarner le capitaine Odessa et son équipage qui est parti de Hong Kong à New York pour retrouver son père mourant et qui va être pris à bord de la Manticore, son bateau, dans une tempête pour se retrouver dans un monde inconnu. Dans Sleeping Gods, les joueurs incarnent le capitaine Odessa ainsi que les membres de l'équipage de la Manticore, un bateau parti de Hong Kong à New York pour rejoindre le père du capitaine Odessa et qui malheureusement a été pris dans une tempête et se retrouve dans un monde inconnu. Dans ce monde, les dieux sont endormis et pour les réveiller, il va falloir trouver les totems disséminés un petit peu partout dans l'archipel. C'est donc un jeu en campagne narrative et coopératif dans lequel il va falloir donc explorer, se déplacer à bord de la Manticore et enfin donc accomplir des quêtes parmi tout ce que l'on va trouver donc sur cette fameuse archipel. Dans cette vidéo, je vous explique tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir jouer donc à ce Sleeping Gods, toutes les actions que vous allez pouvoir faire, tout l'enchaînement des tours, les combats, etc. On voit ça tout de suite. Et donc le voici mis en place, ce Sleeping Gods, donc édité par Lucky Duck Games. Donc ici, il est mis en place pour démarrer simplement une nouvelle campagne, bien évidemment. Il est possible d'utiliser le guide de démarrage qui vous permet donc de démarrer l'aventure progressivement. Donc vous avez je sais pas, 2 ou 3, 4 scénarios, je sais plus. Enfin bon, quelques tours de jeu qui vous permettent d'agrémenter au fur et à mesure du nouveau matériel pour que vous puissiez bien vous rendre compte de qui fait quoi et comment est-ce qu'on combat, etc. Voilà, donc, mais par contre, si vous voulez démarrer directement, et bien dans ce cas-là, je vais vous expliquer comment faire et vous allez voir, ça n'est pas si sorcier que ça. Donc tout d'abord, concernant la mise en place, il faut savoir qu'il faut, donc on va faire le tour évidemment de tout ce qu'il faut mettre en place. On va commencer par mettre en place l'Atlas. Donc l'Atlas, c'est ce cahier à spirale qui représente le monde de Sleeping Gods. Et donc sur ce cahier à spirale, vous allez placer le bateau, le fameux bateau. Donc ça c'est le bateau, il est coloré celui-ci. Donc j'ai la version, la version qui n'est pas retail, donc la version, je vais y arriver. Game on Tabletop, je crois que c'était sur Game on Tabletop, le KS FR, enfin français, et donc vous avez le choix entre le métal ou celui-ci qui est peint, sinon vous avez probablement, si vous avez la version boutique, le bateau qui est gris. Mais donc vous le placez sur cette partie de la mer, là qu'on voit que c'est déterminé par des pointillés, donc vous le placez où vous voulez de telle manière à ce que vous commenciez bien à cet endroit-là. On va avoir donc les 8 personnages, donc ici on ne sélectionne pas un petit nombre de personnages, on a tout l'équipage de la Manticore, donc comme ça c'est le nom du bateau. Et donc vous avez le capitaine Sophie Odessa qui est un petit peu plus particulière parce que cette capitaine en gros elle est tout le temps là et tout le monde la contrôle. Sinon les différents membres d'équipage vous les répartissez équitablement en fonction du nombre de joueurs. Donc là vous en avez 8, donc évidemment si vous jouez à 3 joueurs, eh bien, il va falloir moduler. Mais bon, là par exemple, si admettons qu'on joue à 2 joueurs, il y a un joueur qui va avoir 4 membres d'équipage et l'autre qui va avoir les 4 autres. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Dessus, vous prenez les petits jetons synergie, vous les placez à côté, ça servira lors des combats. On va avoir également, donc ça c'est le petit plateau de combat, je crois pas qu'il y soit dans la version retail, il me semble que c'est vraiment lié au financement participatif. Si vous l'avez, eh bien vous le placez au-dessus, ça permettra de placer les cartes de combat, mais c'est tout à fait facultatif. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le plateau bateau qui se trouve ici, donc il y a une phase 1 2 joueurs, une phase 3-4 joueurs, donc évidemment vous mettez la phase qui correspond au nombre de joueurs avec qui, de votre groupe qui jouera à Sleeping Gods. Dessus vous allez devoir placer des cartes événements, donc vous avez 3 types d'événements, pardon, vous avez donc ça va être, je sais plus exactement, en gros c'est facile, dangereux et mortel, je crois, un truc comme ça. Et donc vous faites, vous en avez plein, vous en avez plusieurs dans la boîte, donc vous en prenez 6 de chaque au hasard, vous les mélangez et vous faites donc d'abord le orange dessus, ensuite le bleu et en dessous le violet. C'est dans l'ordre de difficulté que vous placez sur le plateau bateau comme indiqué, en fait il y a un petit encart qui vous l'indique. Ici vous allez prendre également des céréales, donc vous allez mettre en place toutes les ressources là-haut et vous allez prendre un token de céréales et 3 pièces que vous allez placer donc sur le plateau bateau, c'est à la disposition de tout le monde, c'est en gros c'est les ressources de l'équipage. Vous allez prendre également le paquet d'expérience, donc ça vous pouvez toujours le consulter, c'est des cartes d'expérience que vous allez pouvoir acquérir au fur et à mesure que vous gagnez des points d'expérience, évidemment, vous allez avoir de nouvelles capacités liées à ça.
Vous allez avoir le paquet commerce, donc de ce paquet commerce, vous allez extraire 4 cartes qui sont les cartes équipement, ou enfin les cartes de départ, donc il y a passager, recette, équipement, donc c'est bien écrit de départ en dessous. Donc ça, vous avez ces 4 là, donc Gloria Walker, la soupe, les pancakes et le barda. Et tout ça, vous le mettez à côté, c'est des cartes que vous avez dès le début. Ensuite, vous mélangez le paquet commerce et vous le mettez face cachée là, ça servira à acheter des choses au moment où vous ferez du commerce, bien évidemment. Ici, on a le paquet des monstres, donc il est dans l'ordre, hein. Attention, il y a un numéro 1, numéro 2, numéro 3, voilà, vous le conservez dans cet ordre-là, ça permettra de placer plus rapidement les monstres qui vont être indiqués, enfin les monstres, les ennemis, puisque ça va être indiqué donc dans le livret d'aventure, le chiffre correspondant à l'ennemi, et donc il faudra le mettre en place à ce moment-là. Dans cette boîte solide démontée, vous avez toutes les cartes quêtes, et les cartes aventure. Donc c'est pareil, il y a des chiffres dessus, il faut les laisser dans l'ordre, puisqu'il va falloir aller piocher de temps en temps dedans en fonction des indications qui sont données dans le livret d'aventure. Et ici, vous avez le reste des cartes, donc qui n'ont pas été sélectionnées, des cartes événements. Si vous trouvez que j'en ai beaucoup, c'est tout à fait normal, puisque dedans est intégrée l'extension des ruines ancestrales, donc si vous ne l'avez pas, eh bien vous aurez moins de cartes tout simplement. Mais la disposition reste relativement la même. Voilà pour cette petite boîte-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un jeton capitaine qui correspond au jeton du premier joueur, en gros le joueur actif plutôt. C'est pas le premier joueur, c'est le joueur actif. Donc le joueur actif prend le jeton capitaine. Ensuite, chaque joueur va avoir un ordre. Donc ce sont ces hexagones bleus. Donc vous avez un ordre par joueur et non pas par membre d'équipage. Et chaque joueur va récupérer une carte également compétence de cette manière-là. Donc le deck de compétences, il est là, j'en ai pas parlé. Ce deck-là, donc vous le mélangez tout simplement. Donc au dos, vous voyez cette petite goutte. Donc vous mélangez et vous le placez ici et chaque joueur va en piocher une et va la conserver. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a la tuile port ici qui permet de résumer les actions du port et donc bien évidemment, comme je vous ai dit, toutes les ressources. Donc on va trouver les différents tokens donc c'est des matériaux, nourriture, etc. Là, ce sont les jetons de fatigue. Vous avez des pièces ici, donc ça vaut 1 et ça vaut 5, il me semble. Donc ça, c'est les pièces métal, hein, c'est pareil, c'est dédié au financement participatif. C'était un financement participatif, sinon vous en avez en carton. Vous avez donc les jetons ordre, des jetons blessure, donc en bois et en carton pour les 5. Ici, des jetons état et des jetons, donc c'est des jetons blessure, j'ai la blessure du bateau, non pas blessure, dégâts sur le bateau, excusez-moi. Donc ça, ces jetons, ces cubes rouges, ce sont les dégâts que l'on va donc répertorier sur le bateau. Voilà. On a fait la mise en place donc de ce Sleeping Gods pour une nouvelle campagne, bien évidemment. Donc quel est le but dans Sleeping Gods? Eh bien, le but est vaste, mine de rien, puisque c'est un jeu d'aventure. Donc c'est un jeu d'aventure, il va falloir explorer, il va falloir naviguer, explorer, il va falloir parcourir l'histoire, résoudre des quêtes, bien évidemment, il va falloir remplir des quêtes. Le but, ça va être d'avoir le plus de totems possible à la fin de la campagne. Alors, je sais plus si c'est le plus ou si c'est tous les totems d'ailleurs, je sais plus. Mais en gros, évidemment, ça se joue en campagne, donc c'est pour ça que je vous en ai pas parlé, mais ici on a le journal de bord, donc c'est un carnet qui va vous demander d'ajouter toutes les... donc la date de début, vous allez marquer... lorsque vous sauvegardez tout ce que vous avez, en gros, les dégâts, à quel endroit il y a des dégâts et combien est-ce qu'il y en a, voilà, les joueurs, l'ordre des cartes compétences qu'ils ont en main, nombre d'ordres et le nombre de cartes qu'ils ont. Si vous jouez en normal ou en brutal, en gros, si vous avez perdu, si tous vos personnages sont morts, et bien vous avez perdu la campagne. Donc hop, on redémarre à 0. Normal, je sais plus exactement, vous pouvez poursuivre, mais il y a une condition particulière, je ne l'ai plus là, je revérifierai. Et ici, vous allez donc la partie expérience, vous faites des bâtons, en gros, à chaque fois vous gagnez un point d'expérience, et vous le barrez quand vous le consommez pour acheter des cartes d'expérience, tout simplement. Voilà, vous mettez le nombre de joueurs, et au dos, vous avez la map monde, en gros, la mer de l'errance, et ici, vous allez devoir marquer, vous essayez de noter tout ce que vous avez exploré, ce qui est intéressant de connaître, parce que forcément, vous allez faire, lorsque vous allez faire des explorations à certains endroits, eh bien vous avez plusieurs chemins, plusieurs embranchements possibles, et parfois, eh bien, il faudra y retourner plusieurs fois, et vous verrez qu'il y a un système aussi de mots-clés qui fait que, en fonction de si vous avez ou non le mot-clé, eh bien, vous pouvez y aller. Ça vous fera certainement penser, si vous êtes amateur de jeux d'aventure, à Tainted Grail, qui fonctionne également un peu comme ça. Donc si vous aviez tel mot, alors je ne sais plus si c'est un système de coche, si vous aviez tel mot coché, et bien dans ce cas-là, vous pouviez explorer
tel endroit, ce que vous ne pouvez pas faire si vous ne l'avez pas. Voilà, donc le but du jeu, avancer dans la campagne, récupérer un maximum de totems, et puis voilà, tout simplement. Donc, comment est-ce que ça se passe donc un tour dans Sleeping Gods? Eh bien, chaque joueur va devoir réaliser à tour de rôle donc 3 phases pendant son tour. La première va être l'action bateau, donc il va déplacer ce marin sur une case sur laquelle il ne se trouve pas et réaliser l'action de la salle du bateau indiquée. Il va révéler un événement et ensuite il va accomplir 2 actions parmi les 4 indiquées ici en sachant qu'il va pouvoir faire 2 fois la même. Voilà, donc comment ça se passe? Eh bien, l'action bateau, c'est très simple, vous prenez votre marin et vous le placez sur l'une des 5 salles donc, du bateau. Donc on a le pont, l'infirmerie, la passerelle, la cale, les quartiers. La coque est juste là pour indiquer un certain nombre de dégâts, le bateau peut encaisser un certain nombre de dégâts. Donc par exemple, si vous allez sur le pont, eh bien, vous allez pouvoir pêcher et essayer de récupérer des ressources. Donc comment ça se passe? Eh bien c'est simple, vous allez piocher jusqu'à 3 symboles de fouille. Donc vous prenez le premier, hop, vous regardez, qu'est-ce que vous avez? Eh bien vous avez une pièce et un jeton déprimé. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir, si vous choisissez ce jeton-là, récupérer une pièce, mais par contre l'un de vos membres d'équipage va être déprimé. Vous pouvez vous arrêter là, mais vous pouvez poursuivre aussi si vous le souhaitez. Hop, on continue, qu'est-ce qui se passe ici? Bah c'est une pièce, mais mince, 2 dégâts sur le bateau, donc ça ce sont les dégâts. À partir du moment où vous révélez des dégâts, peu importe le jeton que vous allez choisir, tous les dégâts que vous allez révéler vont s'additionner et vont être infligés au bateau. Donc par exemple si je continue, hop, je prends celui-ci, très bien, bah là j'ai 2 légumes, donc moi je veux 2 légumes, donc hop, je prends 2 légumes, j'ai pioché 3 pions, je peux pas en piocher plus que ça, je les mets dans mon bateau, donc c'est à disposition de tout le monde, par contre j'ai subi 2 dégâts. Donc dans ce cas-là, je prends 2 cubes, et alors je vais vous montrer les dégâts, c'est très simple. Vous piochez pour chaque dégât une carte, donc ici on arrive sur le numéro 2, on regarde en haut à gauche, le numéro 2, ça signifie que le dégât va se trouver dans la salle numéro 2. Hop, là le numéro 2, c'est le pont. On prend le deuxième dégât, qu'est-ce que c'est? Numéro 2 également, paf, le pont a ses 2 dégâts sur 2, donc on ne peut plus l'utiliser, il va falloir le réparer avant de pouvoir réutiliser le pont. Attention, si le bateau arrive à 11 dégâts, eh bien c'est la défaite, le bateau est détruit et vous avez perdu la campagne, notamment si vous jouez en brutal. Voilà donc ce qu'il fallait voir pour la partie du pont. L'infirmerie, c'est très simple, vous y allez... Alors pardon, si j'ai oublié, excusez-moi, lorsque vous allez sur ces cases-là, vous récupérez également des ordres en fonction de ce qui est indiqué. Ici, vous voyez, il y a le petit symbole bleu, on me dit que je récupère 2 ordres, donc hop, je prends 2 ordres et je les place ici, tout simplement. Ici, vous récupérez 3, ici, vous récupérez... Alors 2 ou 3 en fonction de si vous êtes 1 ou 2 joueurs, 3 ou 4 en fonction de si vous êtes 1 ou 2 joueurs, et 2 ou 3 en fonction de si vous êtes 1 ou 2 joueurs. Il y aura le même système évidemment sur le plateau 3-4 joueurs. Voilà. Lorsque vous arrivez ici à l'infirmerie, eh bien c'est simple, il y a un plus avec un cœur, ça signifie que vous soignez un personnage d'un dégât. Donc admettons que ce personnage ait 2 dégâts, eh bien vous en retirez 1, et voilà, vous avez soigné, vous avez utilisé l'infirmerie, et vous récupérez donc 3 ordres. Lorsque vous arrivez à la passerelle, ici vous récupérez donc 2 ou 3 ordres en fonction du nombre de joueurs, et vous retirez, alors là il y a marqué tout, c'est-à-dire que lorsque vous allez utiliser des capacités, vous allez voir qu'à certains moments il y a des ordres qui vont être placés sur des cartes, et donc vous ne pourrez plus les utiliser tant que ces ordres ne seront pas retirés. Et bien cet effet-là va vous permettre de retirer tous les hexagones et de les replacer donc dans la réserve, je vais y arriver. Ici, c'est un petit peu pareil, sauf que ce ne sont pas tous les hexagones, mais 2. C'est les 2 jetons ordre que vous allez pouvoir retirer des cartes qui sont placées. Donc c'est le même principe, sauf que vous vous arrêtez à 2. Par contre, vous récupérez plus de jetons ordre qu'ici. Et enfin, le dernier, ça c'était les quartiers. Le dernier, c'est la cale. La cale, vous allez pouvoir piocher une compétence. D'ailleurs, oui, je ne l'ai pas dit, ici, vous piochez une carte compétence, une carte compétence, une carte compétence. Et là, ce symbole. Et vous piochez donc une carte compétence, tac, que vous gardez en main, et ces cartes, vous allez pouvoir les défausser, vous allez pouvoir les utiliser pour pouvoir accomplir pour pouvoir les équiper sur vos personnages, enfin bon, bref. Et donc ici, vous allez récupérer des ordres, et en plus, si vous souhaitez, vous pourrez défausser une carte pour pouvoir retirer un jeton fatigue d'un personnage, que vous verrez que ces personnages vont récupérer des jetons fatigue au fur et à mesure qu'ils vont réaliser des défis. Voilà pour la partie bateau. Donc une fois que vous avez fait l'action bateau, vous allez révéler un événement. Très bien, on révèle un événement. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a des marchands Zokhmer. On m'explique qu'il y a un bateau avec une grande voile qui approche. On peut commercer avec, on peut l'attaquer si on le souhaite, on peut simplement le saluer. Voilà. Donc ces événements vont aller crescendo en termes d'impact négatif, donc il faut faire très attention, plus vous arrivez vers la fin, plus ça devient compliqué. Et ensuite, donc évidemment, on va pouvoir réaliser les actions, ce qui est le nerf de la guerre, un petit peu l'essence même du jeu. Donc parmi les actions, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir naviguer. Donc naviguer, ça signifie qu'on va déplacer notre bateau d'un certain nombre de cases. Donc lorsque l'on souhaite naviguer, on va devoir réaliser une action, un défi de savoir-faire.
Qu'est-ce que ça signifie? Ça va me permettre de vous expliquer ce que sont les défis. Lorsque vous allez réaliser un défi quelconque, vous allez voir que dans le livret d'aventure, il va y en avoir pas mal, bien évidemment, des défis différents, que ce soit de force, de ruse, de savoir-faire, d'observation et autres. On va vous demander de sélectionner les personnages qui vont participer à ce défi. Donc moi, par exemple, si je considère qu'on est à 2 joueurs et que j'ai ces personnages-là, et que je veux faire, alors je me décorrèle de l'action de navigation, je parle de défi en général, mettons que j'ai un défi de ruse pour une raison ou pour une autre, on me dit que j'ai besoin de faire un défi de ruse de force 5, eh bien il va falloir donc que je détermine, si je le souhaite, quel personnage au singulier ou au pluriel vont participer à ce défi. Et pour ça, je vais ajouter un symbole de fatigue sur ces personnages. Alors par exemple, ça c'est le symbole de ruse, hein, ça c'est le symbole de force, ça c'est le savoir-faire, ça c'est l'observation, et ça je ne sais plus, je vais vérifier, ça doit être la navigation, c'est les connaissances, pardon. Donc là, l'encre, c'est les connaissances. Donc là, forcément, si vous faites un test de ruse, eh bien, il faut des gens qui vous ajoutent des points de ruse. Et pour chaque symbole de ruse qu'il a, eh bien, vous allez pouvoir ajouter 1 à votre réussite. Donc par exemple, si j'ai un test de 5 à faire, là actuellement j'ai 2 réussites, eh bien, il va me falloir que je fasse 3. Et comment on fait ces 3? Eh bien, vous piochez la première carte du paquet, vous la retournez, j'ai fait 4, c'est réussi. Donc si vous avez une condition de réussite, eh bien, vous la lisez. Souvent, c'est des conditions d'échec qui sont indiquées. Donc si vous échouez, vous avancez quand même, mais par contre, vous subissez quelque chose de pas cool. Voilà, donc ça, ce sont pour les défis en général. Si jamais l'autre joueur souhaite faire participer l'un de ses personnages, il va pouvoir, un ou plusieurs de ses personnages, il va pouvoir le faire à condition qu'il dépense un jeton ordre. Donc c'est un jeton ordre pour le nombre de personnages qu'il souhaite faire participer, et évidemment, les personnages concernés prennent également un jeton de fatigue. Donc par exemple, ici, on aurait pu faire participer Kanan, qui a un symbole de ruse, et Kazumi, qui a aussi un symbole de ruse. Voilà comment ça marche. Donc hop, je vais retirer ça. Maintenant, on revient sur le savoir-faire à la navigation. La navigation, c'est un petit peu différent, très légèrement différent, puisque il n'y a qu'un seul personnage qui peut participer à un défi de navigation, donc un défi de savoir-faire pour faire l'action de navigation. Donc par exemple, ici, le capitaine Odessa a tous les symboles. Il faut savoir, comme je vous le disais au début de la vidéo, que le capitaine Odessa appartient entre guillemets à tous les joueurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le joueur actif joue, évidemment, on considère qu'il a le capitaine Odessa, peu importe qui c'est. Donc admettons que je souhaite faire une action de navigation pour me déplacer, je veux le capitaine Odessa, je veux absolument l'utiliser parce que je veux avancer un peu plus. Hop, je pioche ici, j'ai un 6, donc j'ai 6 et un 7. Je regarde sur mon petit plateau ici, on me dit que de 7 à 8 points de savoir-faire, je peux avancer jusqu'à 3 cases, 3 zones d'océan. Donc ici, je pourrais tout à fait faire, je sais pas, tiens, 1, 2, je peux m'arrêter là, je peux faire 1, 2, me déplacer là, je peux refaire 1, 2, 3, je peux même me déplacer en dehors pour pouvoir tourner la page, ici ça m'emmènerait en 4, je ferai 1, 2 et hop, je tournerai la page. Voilà comment ça marche la navigation. Si par contre, pendant votre navigation, vous rencontrez des zones dangereuses, comme c'est le cas ici, on voit qu'il y a un orage, ici on voit qu'il y a des rochers, ici on voit qu'il y a du brouillard, eh bien vous allez devoir réaliser un défi un peu de la même manière que ce que je vous ai expliqué, et si vous réussissez ce défi, eh bien vous ne subissez pas la condition à côté, qui est ici par exemple de subir un dégât, ou ici de subir un jeton déprime. Un dégât, donc ça c'est un dégât de bateau, c'est pas un dégât de, enfin c'est pas une blessure. Donc voilà, si vous passez par ces endroits-là pendant que vous naviguez, eh bien vous allez devoir faire votre défi pour pouvoir simplement continuer d'avancer et ne pas subir de dégâts. C'est tout ce qu'il fallait voir sur l'action navigation. Maintenant, on va avoir l'action d'exploration. Alors l'action d'exploration, ça va être le fait d'aller voir un des symboles, un des chiffres qui est indiqué donc sur la map. Lorsque vous êtes sur une zone, vous pouvez explorer, et donc explorer, vous allez devoir prendre le livret d'aventure, donc que je vais vous montrer immédiatement. Donc ce livret d'aventure, c'est ce gros cahier à spirale là, et donc vous allez pouvoir aller à un certain endroit, par exemple je peux aller en 2. Donc ça là, je tourne la page, et je cherche le 2, donc là je suis allé beaucoup trop loin. Hop, je cherche le 2, donc évidemment il risque d'avoir un tout petit peu de spoil, hein, mais bon c'est le tout début. Vous avez un petit texte donc qui vous dit un peu ce qui se passe, évidemment, donc je vais essayer de vous en éviter un maximum. Et par exemple ici on me dit que j'ai trouvé un squelette assis contre une porte en fer au fond d'une grotte. Donc j'ai plusieurs choix, je peux tenter de fouiller le squelette, mais on me dit attention, impossible si vous avez le mot-clé rose. Le mot-clé rose, et ben là on n'a pas de mot-clé, parce que le mot-clé ça vient avec les cartes quêtes.
Donc les cartes quêtes, vous allez en avoir au fur et à mesure que vous allez avancer. Par exemple, ici, on me dit, donc fouiller c'est impossible si j'ai le mot-clé rose. Ouvrir la porte nécessite le mot-clé fer. Bah, j'ai pas le mot-clé fer. Donc j'ai ni le mot-clé, j'ai pas le mot-clé rose. Donc la seule chose que je peux faire ici, c'est tenter de fouiller le squelette. Si je fouille le squelette, parce que impossible si mot-clé rose, donc ça je l'ai pas, ça nécessite le mot-clé fer. La dernière option, c'est de partir. Donc ici, je veux fouiller le squelette, très bien, je vais aller à 133, donc je cherche, donc c'est pas la page 133, c'est bien le chapitre, enfin le chapitre ou l'encart, je sais pas comment le déterminer, mais en gros, vous allez au numéro 133, ici on vous explique qu'il y a un sac qui tombe des mains du squelette, un serpent vous attaque lorsque vous l'attrapez, il n'y a pas de défi à faire, mais on vous dit que vous perdez de la santé, vous gagnez des pièces, vous prenez un jeton poison, et vous prenez la carte quête 155 et on vous retournez au bateau. Donc je vais vous montrer tout d'abord la carte quête parce que c'est quand même l'une des essences du jeu. Donc on va regarder dans la boîte et on cherche dans l'ordre la carte 155. Donc hop, on cherche, 156, 155. Voilà, la carte 155 est ici. Donc vous la retournez, évidemment, vous la lisez, donc on me dit simplement que j'ai été attaqué, et là, hop, le mot-clé, et là vous voyez le mot-clé rose, et bien le mot-clé rose, on l'avait vu juste avant, qui me disait que si vous avez le mot-clé rose, et bien vous ne pouvez pas fouiller le squelette, ça signifie simplement que vous l'avez déjà fouillé, et donc il se réfère à ça, mot-clé rose, et voilà, et donc n'hésitez pas à noter sur la map du journal de bord, que d'ici vous avez récupéré le mot-clé rose, ça peut vous aider enfin pas forcément que pour cette exploration, mais pour toutes les autres, évitez d'oublier certaines choses, c'est toujours intéressant de connaître un petit peu d'où est-ce qu'on a eu les certaines cartes pour pouvoir essayer de se remettre les trucs en mémoire, surtout si vous arrêtez de jouer un petit moment. Donc voilà comment ça fonctionne pour ce qui est de faire une exploration. Et donc si vous obtenez un jeton état comme c'est le cas ici, eh bien c'est l'un de vos personnages qui va le prendre. Donc là par exemple le jeton poison. Alors j'en ai pas mal ici, voilà ce jeton poison, et bien vous allez l'attribuer à l'un des personnages qui a participé, donc au joueur, par exemple si c'est moi qui joue et que j'ai ces personnages-là, donc on a toujours le capitaine Odessa, hein, je le rappelle, et bien je peux l'attribuer à qui je veux, je peux le mettre ici, donc un poison, c'est au début de mon tour, ce personnage-là perdra un point de santé, il va falloir essayer de retirer le poison d'une manière ou d'une autre, et ces cartes, donc quêtes, vous allez les conserver avec les mots-clés visibles évidemment, puisque souvent on va vous rappeler certains mots-clés dans le livret, et donc il va falloir se rappeler de ça. Donc là c'est très sommaire, hein, évidemment, au niveau du livret, mais je ne peux pas tout vous montrer, parce que bien évidemment, sinon on va vite se retrouver avec beaucoup de spoil, mais il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de choses différentes, il y a pas mal d'embranchements, des renvois qui sont faits régulièrement, et donc évidemment, c'est l'essence même d'un jeu narratif, avoir plusieurs embranchements, plusieurs manières d'arriver à une histoire, enfin un épilogue, et donc pour ça c'est très intéressant. Voilà pour l'action d'exploration, donc rien de compliqué. L'action de commerce, donc quand vous faites l'action de commerce, eh bien il vous faut que vous soyez dans une zone avec les pièces indiquées ici. Et alors là c'est très simple, vous piochez 7 cartes, les 7 cartes du dessus, 3, 4, 5, 6, 7, donc qui ont été mélangées au préalable, hein. Celles-ci ne sont pas dans l'ordre, et voilà, vous avez un certain nombre de cartes que vous allez pouvoir acheter en dépensant le coût en bas à droite. Donc vous allez trouver des recettes, des armes, de l'équipement, des recettes encore, voilà, enfin évidemment c'est en fonction de ce que vous allez piocher. Vous dépensez le montant de ce que vous avez et vous récupérez les cartes. Maintenant il y a plusieurs types de cartes, c'est pareil, de temps à autre on va vous demander d'aller chercher des cartes aventure, donc elles sont chiffrées, elles se ressemblent pas mal mais elles sont issues d'aventure et non pas du paquet commerce. Lorsque vous avez toute autre chose que des armes, eh bien vous allez les conserver de cette manière-là. Donc comme ces cartes de départ, vous allez les mettre de côté, et donc tout le monde va pouvoir les utiliser. Donc par exemple là, on peut utiliser la recette du porridge. Donc celui qui va faire du porridge va pouvoir tirer des jetons de fatigue et soigner. On a l'équipement, ici c'est un équipement passif. Le joueur actif gagne 2 ordres au début de chaque combat. Enfin voilà, vous avez compris le principe. A contrario, lorsque vous achetez ou vous récupérez, peu importe, une arme, il va falloir l'équiper sur l'un des personnages, donc vous choisissez votre personnage et vous l'équipez. Les personnages ont déjà des armes indiquées dessus, par exemple Marco a une poêle à frire, Raphaël a un marteau, etc. Donc vous allez glisser, et puis à chaque combat, il va falloir déterminer quelle arme vous souhaitez utiliser, et donc ces armes ont des caractéristiques spécifiques, mais j'y reviendrai au moment du combat. Voilà ce qu'il fallait voir pour l'action de commerce. Et enfin, la dernière action, ça va être l'action de port. Et donc si vous êtes à un endroit où il y a un port, comme c'est indiqué ici, on voit qu'il y a en fait une balustrade là avec en bois. Donc si vous êtes à un endroit où il y a un port, et bien vous avez une tuile qui vous rappelle tout ce que vous allez pouvoir faire dans le port. Donc vous avez 4 choses que vous allez pouvoir faire. Vous allez pouvoir faire toutes les 4 si vous le souhaitez, vous n'avez pas le droit de faire 2 fois la même. Donc par exemple, si vous êtes à l'auberge, vous allez pouvoir payer 4 pièces pour retirer sur tous les personnages, tous les membres d'équipage,
1 de fatigue et 2 points de et rendre 2 points de santé. Si vous passez par le chantier naval, vous allez pouvoir réparer pour une pièce ou pour un matériau. Donc les matériaux, c'est représenté par des planches de bois qui sont comme ça. Voilà, si vous payez ça ou une pièce, pour chaque pièce et chaque bois que vous allez utiliser, vous allez réparer donc un cube du bateau. Donc ça, il faut faire attention, parce que comme je vous le dis, il ne faut pas que le bateau soit blindé de cubes, sinon c'est perdu. Vous allez pouvoir aller voir le médecin, c'est différent de l'auberge. Le médecin, vous allez payer une pièce par membre d'équipage soigné, c'est-à-dire que lorsque vous allez payer une pièce, le membre d'équipage va retirer toutes ses blessures. Donc si vous faites par exemple, si tous vos personnages sont blessés, vous pouvez payer 9 pièces et ils seront tous soignés. Et enfin, vous allez pouvoir, c'est ici que vous allez pouvoir dépenser les points d'expérience. Donc, comme vous avez des points d'expérience, vous mettez des petits bâtons. Donc, les points d'expérience, on les acquiert généralement, c'est exclusivement avec le livret d'aventure. Ce sera un petit bâton que vous mettez, et à chaque fois, vous rayez le bâton pour dire que vous allez consommer le point d'expérience, et vous allez pouvoir donc acheter des cartes avec un coup en haut à droite, donc sur les points d'expérience, et ça va être des choses différentes. Par exemple, des compétences. Ici, une fois par défi, Mac peut subir un dégât pour repiocher le destin, etc., etc. Donc il y a des compétences supplémentaires dédiées à certains personnages. Voilà ce qu'il fallait voir pour le port et donc pour ces 4 actions. Donc l'action de navigation pour se déplacer, d'exploration pour vérifier, pour voir ce qui se passe en fait à certains endroits indiqués sur la map, le commerce donc pour acheter des objets, des choses du paquet commerce, et le port pour faire ces fameuses 4 actions dont je vous ai parlé. Une fois que vous avez fait tout ça, eh bien le jeton capitaine revient au joueur d'après, et on fait la même chose, il choisit un endroit où aller, il révèle une nouvelle carte événement, et ensuite il réalise les 2 actions. On a vu la partie globale de ce qu'est un tour de Sleeping Gods. Maintenant, on va rentrer un tout petit peu, enfin non pas un tout petit peu, on va rentrer dans les différences, les petites choses que vous allez pouvoir rajouter donc, dans votre tour. Par exemple, vous allez pouvoir utiliser vos cartes, évidemment c'est bien sympa d'avoir des équipements, des passagers, des recettes, etc., mais il va falloir les utiliser. Donc comment est-ce que ça marche? Eh bien c'est très simple, ça va dépendre de l'effet indiqué. Par exemple ici, on me dit que Gloria Walker, si j'utilise un ordre, donc c'est ce symbole là que vous voyez là, donc on a bien le jeton ordre, si vous placez un jeton ordre dessus, alors je les ai tous rangés, mais admettons que j'en ai 2, eh bien je peux me dire, ok, je vais utiliser la compétence de Gloria, et je vais piocher 2 cartes compétences que je vais garder dans ma main. Voilà, tout simplement, et vous avez donc utilisé cette compétence-là. Vous avez la possibilité vous avez pas mal de recettes, vous allez pouvoir les utiliser, les cuisiner pour pouvoir bénéficier des effets. Par exemple ici, si j'utilise 3 céréales, eh bien je vais pouvoir retirer 3 jetons de fatigue et soigner 3 blessures, donc réparties comme je le souhaite parmi les membres de l'équipage. Donc ça, ça c'est des choses évidemment à prendre en compte, et ça, à chaque fois vous allez placer un symbole d'ordre, et le symbole d'ordre va rester, et donc c'est pour ça qu'il va falloir utiliser les actions bateaux associées pour pouvoir les retirer et pouvoir réutiliser donc ces fameuses cartes. Maintenant vous avez des compétences qui sont dédiées à des choses particulières, par exemple ici ça va être le fait de pouvoir repiocher le destin. Donc quand on indique piocher le destin, c'est simplement l'action de prendre une carte ici pour ajouter le résultat lors d'un défi, ce que je vous ai déjà montré. Donc par exemple si je pioche, je sais pas, je pioche un 3, hop, mince, le 3 ça me suffit pas, hop, je dépense 1 immédiatement et je repioche, qu'est-ce que je trouve? 1, c'est pire, et tant pis pour moi, je ne peux pas le réutiliser puisque j'ai un symbole dessus. Voilà, donc il y a pas mal de compétences comme ça qui vont être utilisables à des moments spécifiques. Et donc chaque personnage a ses propres compétences. Donc ils sont indiqués, alors je ne vais pas faire la liste de tout, mais par exemple Laurent Lapointe ici, si vous dépensez 2 symboles d'ordre, vous le mettez dessus, et bien vous récupérez de la nourriture. Mais attention, à partir du moment où vous avez mis les symboles dessus, il va falloir les retirer pour utiliser n'importe quelle compétence. Ça bloque les compétences du personnage. Par exemple ici, Kazumi, on peut dépenser 1 point pour retirer le destin lorsque l'on a fait un 1. Exclusivement lorsque l'on a fait un 1. On va pouvoir ajouter de la précision lors des combats, donc ça je vais y revenir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Retirer des jetons déprimés, donc il y a un état spécifique. On va pouvoir faire des dégâts supplémentaires aux ennemis, enfin bon. Vous avez pas mal de choses, même réparer les dégâts du bateau. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est le fait de se dire on va utiliser les jetons et on les place dessus, et ça bloque donc du coup la suite, l'utilisation des compétences ultérieures tant qu'on les a pas retirées. Maintenant, vous avez aussi la possibilité de dépenser des jetons ordre pour équiper vos personnages des cartes compétences que vous avez dans la main. Donc par exemple, cette carte, c'est la carte alerte.
je peux l'équiper en dépensant un ordre. Donc là, cette fois-ci, vous jetez l'ordre, voilà, hop, dans la réserve, et vous le placez à qui vous voulez, donc vous le mettez en dessous de telle manière, ce qui est juste l'effet qui dépasse. Vous pouvez équiper jusqu'à deux cartes, pardon, c'est ce qui est indiqué ici, donc 2 cartes par personnage. Et ensuite, ces cartes, eh bien c'est pareil, vous les utiliserez en fonction de ce qui est indiqué dessus. Par exemple, ici, on me dit que je peux la défausser pour donner à ce membre d'équipage un point de précision supplémentaire lors des combats. Et vous avez d'autres cartes, alors hop, je vais essayer de vous trouver des bons exemples. Vous avez des cartes en fait qui vont vous permettre, qui vont être utilisables en dépensant donc voilà par exemple ça, en dépensant des symboles d'ordre supplémentaires. Par exemple ici, on m'explique que donc, si je paye 1 pour l'équiper, donc admettons que c'est ce que j'ai fait, je paye 1 pour l'équiper, je vais pouvoir à partir de maintenant dépenser 1 pour réparer un point de dégâts sur mon bateau. Sauf que là, quand vous utilisez les symboles d'ordre, vous ne les placez pas dessus, mais vous les rangez donc dans la réserve. C'est la seule fois en fait où les symboles d'ordre ne vont pas monopoliser la carte. Donc dans ce cas-là, vous le rangez et vous allez pouvoir réutiliser cette compétence à chaque fois que vous souhaitez en dépensant un point d'ordre. Voilà, ça c'est des petites précisions que je vous donne, c'est gratuit, mais ça peut permettre d'avancer un petit peu plus vite lorsque vous découvrez ce jeu. Et donc on va pouvoir poursuivre ces explications avec évidemment le combat, puisque vous allez devoir même combattre de temps à autre dans vos parties de Sleeping Gods. Notamment parce que le livret d'aventure va vous le dire, va vous dire que vous allez vous retrouver face à face avec des ennemis, et donc quand ça arrive, eh bien, il va vous dire, voilà, vous avez les ennemis tant et tant, tel numéro et tel numéro, qu'il va falloir prendre dans le paquet d'ennemis, et donc ils vont vous donner un niveau, ça vous donnera le niveau du combat, en gros, de ce que vous allez rencontrer. Et donc dans ce cas-là, par exemple, admettons qu'il m'ait demandé les 1 et 2, c'est ce qu'il vous demande dans le livret, dans le guide d'apprentissage, et bien qu'est-ce qui se passe? Vous mélangez toutes les cartes que vous avez, donc là j'en ai 2, mais vous pouvez en avoir plus, et vous les disposez donc au hasard, hop, sur le plateau donc de combat, ou alors sur votre table, hein, de toute façon, si vous n'avez pas le plateau de combat, c'est pas grave du tout. Et voilà, donc vous avez ici par exemple deux gardes, donc un garde mythéen et un gardien mythéen, donc ils sont légèrement différents, et donc il va falloir que vous combattiez. Donc comment est-ce que ça se passe lorsque vous allez combattre? Eh bien c'est très simple, vous avez des cubes de combat qui sont ces cubes gris là. Si vous jouez en solo, vous prenez pas la tête, vous les prenez tous. Par contre, si vous jouez à plusieurs, eh bien il va falloir les répartir équitablement. Par exemple, si vous jouez à 2, eh bien le joueur de droite ici et moi-même, on va récupérer chacun 2 cubes. Et donc à tour de rôle, on va devoir sélectionner l'un de nos personnages pour le faire combattre, un personnage et un seul. Comment ça se passe? Eh bien très bien, mettons que je souhaite faire combattre mon Raphaël Vieira qui se trouve ici. Et alors ce personnage, Raphaël Vieira, il a plusieurs choses de noter, donc je vais vous montrer, voilà sa planche. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a la valeur de précision, la valeur de dégâts si le coup touche au but, et la valeur de parade, ainsi que le nombre de points de vie maximum. Donc lorsque l'on souhaite attaquer un ennemi, on vérifie l'ennemi et on voit sur le bouclier la valeur indiquée, donc c'est la valeur de précision qu'il va falloir atteindre pour pouvoir toucher au but, donc toucher notre ennemi. Ici par exemple j'ai 3, donc ça signifie simplement que j'ai déjà une base de 3, donc je pioche le destin, ici qu'est-ce que je trouve? Je trouve 1, 2, 3 plus 2, 5, parfait, c'est ce qu'il me fallait, donc comme j'ai réussi, je lui inflige 2 dégâts. Le petit plus avec le symbole ici signifie simplement que vous avez la possibilité de défausser une carte pour pouvoir infliger un dégât supplémentaire. Donc par exemple, si vous avez... Parce qu'ici c'est un symbole de force qui est indiqué, donc je vais vous donner un autre exemple. D'une qu'auparavant j'ai réussi à équiper, donc ça vous ne pouvez pas le faire en combat, attention on ne peut pas équiper des choses en combat. Donc si j'ai réussi à équiper Raphaël d'une carte avec un symbole de force, eh bien je vais pouvoir la défausser cette carte pour rajouter un point de dégâts donc contre notre ennemi. Donc par exemple si je passerais de 2 plus 1 à 3 points de dégâts, donc je prends 3 symboles de dégâts ainsi et je vais les placer sur la carte du gardien donc que j'ai attaqué, qui est le gardien mythéen. Alors là, il y a une règle très importante à respecter, c'est que vous commencez où vous voulez, donc je peux tout à fait me dire, je vais commencer la tête, là, hop, je place
une goutte de sang, donc un point de dégâts, mais à partir de là, il va falloir placer tout le reste des jetons de manière adjacente, orthogonalement, donc autrement dit, pas en diagonale. Et donc, vous allez pouvoir, par exemple, faire ça et ça, et vous avez la possibilité aussi de les mettre sur les cases vides. Pourquoi? Parce que si jamais vous avez suffisamment de dégâts à placer, par exemple, je peux faire 1, 2, eh bien vous allez pouvoir provoquer des dommages collatéraux, c'est-à-dire que vous allez pouvoir blesser l'adversaire qui se trouve à côté directement. Donc là je peux faire 1, 2 et hop, 3. Ça fonctionne à condition que vous ne mettez pas plus de dégâts sur en tant que dommage collatéral que sur votre cible principale. Donc comment est-ce qu'on fait? Eh bien vous divisez par 2 la valeur totale des dégâts, et il faut qu'il n'y en ait pas plus, donc sur l'autre ennemi. Donc ça, c'est possible de le faire. Maintenant, oui, c'est possible de le faire, mais quel est l'intérêt? Eh bien, c'est très simple, c'est qu'ici, par exemple, c'est plus facile de toucher celui-ci que de toucher celui-là avec un 5 et ici un 6. Donc voilà ce que ça peut... c'est un exemple très simple de comment est-ce qu'on peut utiliser cette stratégie-là. Il y a plusieurs choses à connaître, donc c'est que vous allez, lorsque vous allez frapper, donc admettons que je souhaite frapper, donc j'ai fait 1, 2 et 3, et bien une fois que vous avez frappé, vous allez subir une riposte, donc c'est-à-dire que votre adversaire va vous infliger un certain nombre de dégâts en fonction de ce qui est indiqué. Donc ici on nous dit que c'est 3 plus ce symbole-là, donc c'est-à-dire ce symbole-là non recouvert sur la carte, ici on a 1, donc 3 plus 1, 4. Mon Raphaël va va subir 4 dégâts. À ça, on va déduire donc les valeurs de parade indiquées. Lui, malheureusement, il a 0. Donc c'est très simple. Il prend 4 dégâts d'un coup. Hop, et voilà, il a déjà pris 4 dégâts sur cette première attaque. Voilà comment ça marche, l'attaque, la riposte. Si vous ratez votre attaque, c'est d'abord la riposte qui prend, et vous allez mettre un dégât sur le personnage. Donc par exemple, je pourrais faire ça. Voilà. Vous avez échoué, mais vous infligez quand même un dégât. Ça peut permettre d'éliminer le monstre, hein, sur une dernière attaque. Voilà ce qu'il fallait voir en tout cas pour ça. Et maintenant il y a une dernière chose, c'est que vous avez des petits icônes. Donc là, je ne sais pas si on le voit bien, on a une sorte de petit losange déformé rouge. Ça, ce sont des symboles de synergie. C'est-à-dire que lorsque vous allez recouvrir l'un de ces symboles-là, eh bien votre personnage tous les personnages ont des symboles de synergie comme celui-ci. Eh bien il va pouvoir l'attribuer à un autre membre d'équipage, que ce soit à vous ou à votre partenaire. Par exemple, je peux le mettre ici. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, lorsque ce sera à ce joueur-là de jouer, par exemple, ce joueur-là, je peux le faire, enfin, ce personnage-là, je peux le faire jouer, le Marco, là, je vais faire mon truc. Donc, par exemple, là, j'ai 1 de précision, j'essaie d'attaquer le même, il faut que j'arrive à 5. Ok, je pioche une carte, j'ai fait 5, 5 et 1, 6, c'est parfait, c'est réussi. Je fais quoi? Je fais un dégât, très bien, hop, je le place ici. Et donc, ensuite, je me fais... donc j'ai une riposte, je subis une riposte. Donc là, 3 plus 1, 4. J'ai 3 de parade, mais je peux utiliser le jeton synergie de mon collègue, du membre d'équipage qui m'a aidé, en lui redonnant. Et donc, je rajoute 3 plus 2, 5 de parade, je ne subis pas de dégâts. Et donc ça marche de cette manière-là, pour tous les jetons synergie. Vous pouvez toujours rendre un jeton synergie, même si vous ne l'utilisez pas. Vous n'avez juste pas le droit de consommer votre propre jeton synergie. Donc ici, on a un plus de dégâts, voilà. Ça, vous ne l'utilisez pas pour vous-même, pour ce membre d'équipage-là, mais vous pouvez l'utiliser pour les autres. Donc par exemple ici, Audrey, elle va permettre en offrant son jeton, on va offrir à un autre joueur la possibilité, enfin un autre membre d'équipage, la possibilité de faire un dégât supplémentaire. Mac, elle va avoir la possibilité de rajouter 2 de précision. Marco, lui, va pouvoir rajouter 2 dégâts supplémentaires, mais on ne pourra pas les placer sur les cœurs, etc. Donc il y a pas mal d'effets différents. Et donc, une fois que vous avez dépensé, donc que tous les joueurs ont dépensé leur cube, il y a un tour des ennemis, c'est-à-dire que, en gros, ils vont faire la même attaque qu'ils ont fait lorsqu'ils ripostaient, sauf que cette attaque-là, vous ne pouvez pas utiliser votre parade. Vous pouvez utiliser des équipements différents, donc vous pouvez, de la même manière, à utiliser les compétences des personnages. Par exemple ici, Raphaël, j'aurais pu dépenser 2 ordres pour rajouter un dégât supplémentaire. Vous avez la possibilité ici d'utiliser 2 d'ordres pour obtenir une parade supplémentaire pour Audrey. Donc en sachant que ces dégâts et ces parades se sont liés aux membres d'équipage, hein, vous ne pouvez pas les utiliser pour les autres membres d'équipage, en soi ça semble logique. Et donc ça c'est tout à fait possible de le faire. Et donc ce tour des ennemis, eh bien lorsque ces ennemis vont vous attaquer parce que vous avez consommé tous vos cubes de combat,
et bien dans ce cas-là, vous allez subir les dégâts sans compter la parade liée à votre arme. Donc là, il va falloir avoir de l'équipement, ou alors, eh bien, il va falloir encaisser des dégâts, et donc ça, il va falloir faire super attention, puisque lorsque vous encaissez les dégâts, vous choisissez le personnage qui encaisse les dégâts, vous ne pouvez pas répartir. Par exemple, si lui m'attaque et qu'il me fait 4 à ce moment-là, eh bien, je peux pas faire je peux pas en mettre 1, 2, 3 et 4, je peux pas faire ça. C'est tous les dégâts sur un personnage, et si par malheur un personnage devait mourir, par exemple ici, on est à 7, donc il a déjà 4 dégâts et que je commence par en attribuer à lui, eh bien je vais mettre les 3, il va plus avoir de points à attribuer, eh bien le dernier, vous le mettez sur un autre joueur, sur un autre membre d'équipage. Et c'est comme ça donc que ça va fonctionner les combats, et vous faites ça au fur et à mesure. Parfois, certaines cartes vont vous donner des jetons donc d'état, et bien c'est simple, vous attribuez un jeton d'état à un joueur de la même manière que vous attribuez un dégât, et donc il va falloir réagir en conséquence en fonction des différents états qui sont indiqués. À savoir qu'un personnage, j'ai dit mort, mais il n'est pas vraiment mort, il est blessé grièvement. Donc quand un personnage est blessé grièvement, vous ne pouvez plus l'utiliser pour les défis. Vous ne pouvez plus l'utiliser pour les défis, vous ne pouvez plus l'utiliser pour les combats, tant que vous ne l'avez pas au moins soigné d'un point, et qu'il ait encore un point au moins un point encaissable de blessure. De la même manière, je reviens rapidement dessus, mais lorsque vous consommez des jetons fatigue pour pouvoir utiliser des défis, pour pouvoir réaliser des défis avec des personnages, les personnages peuvent encaisser 2 jetons fatigue maximum, donc vous en mettez un premier et vous retournez le second. Ça n'empêchera pas ces personnages d'attaquer, de combattre, mais par contre ils ne pourront plus relever de défis. Et lorsqu'ils combattent, eh bien, ils font un dégât de moins tant qu'ils sont fatigués comme ça. Donc il faudra, je le rappelle, soit utiliser cuisiner pour pouvoir retirer ces jetons-là, soit faire des actions de port pour pouvoir aller à l'auberge, etc. Voilà donc ce qu'il faut voir sur le combat donc dans ce Sleeping Gods. Et voilà, donc on a vu tout ce qu'il fallait voir sur ce Sleeping Gods, enfin de telle manière en tout cas ne pas trop vous spoiler. Il faut savoir, je rajoute quelques précisions, enfin au moins une en tout cas, c'est si vous n'avez pas l'extension des ruines ancestrales, eh bien il y a certains endroits de l'Atlas qui font renvoi directement à cette extension, notamment lorsque vous allez quitter certaines zones de la map. Donc ne vous inquiétez pas, il y a certaines parties qui sont liées directement à cette extension, et donc si vous ne l'avez pas, eh bien vous ne pourrez pas accéder à ces endroits-là. Voilà, donc ça c'est un truc à connaître quand même, parce que il me semble, si je crois que c'est précisé dans le livret de règles, mais je sais pas si le livret de règles retail et le livret de règles financement participatif sera exactement le même. Voilà, donc ce qu'il fallait savoir en tout cas en plus, vous n'ayez pas l'impression qu'il vous manque quelque chose dans votre boîte. Voilà, donc il y a une possibilité de sauvegarder cette partie. Alors je ne vais pas revenir complètement dessus, puisqu'en fait vous allez noter tout simplement ce qu'il faut sur le carnet, et notamment toutes les quêtes que vous allez accomplir. En fait vous avez une boîte dédiée, donc une autre boîte dans la boîte de jeu, qui permet donc de ranger ces cartes-là à l'intérieur pour que vous ne les sortiez plus, parce qu'il n'est pas possible dans Sleeping Gods de faire 2 campagnes en simultané. C'est pas possible, enfin à moins que si vous réussissez par un tour de gymnastique, mais encore je suis pas sûr, puisque non, c'est même pas possible, parce que dans ce cas-là ça signifierait tout simplement qu'il faudrait retirer toutes les cartes équipement et tout, donc ce serait extrêmement fastidieux. Enfin je pense que vous pouvez le faire, mais ce serait extrêmement fastidieux de tout noter, de noter absolument tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez consommé, etc. Donc voilà, ça, en tout cas dans le livret c'est précisé que c'est pas possible. Après, quand on veut, on trouvera toujours une solution, mais voilà, je pense qu'en effet, ça serait compliqué. Évidemment, je vais pas insister sur le mode solo, mais bon, vous l'aurez compris, que vous jouiez tout seul ou à plusieurs, la différence va être infime. La seule différence, finalement, va résider dans le fait d'utiliser des jetons ordre pour pouvoir participer au défi de l'autre joueur, puisque en fait quand vous jouez tout seul, eh bien vous avez tous les joueurs, vous avez tous les membres d'équipage, donc vous ne vous posez pas de questions par rapport à ça, c'est juste que vous allez devoir enchaîner les tours tout seul. Par contre, attention, il y a, moi pour y avoir joué en solo du coup, il y a quand même un truc à savoir, c'est que si vous vous interrompez pour une pause pipi ou quoi que ce soit, vous n'avez rien qui vous permet d'indiquer quelles actions vous avez déjà faites, parce qu'il faut bien se rappeler que vous faites l'action de bateau, vous révélez l'événement, vous faites 2 actions, et ainsi de suite. Sauf que si vous ne savez plus combien vous avez fait d'actions, vous allez peut-être vous retrouver à faire 3 ou 4 actions, parce que vous ne vous rappelez pas. Donc moi, ma petite astuce, si je puis dire, c'est que j'utilise des jetons de dégâts du bateau, et je place en fait sur les actions que je fais. Je peux dire par exemple, j'ai fait une navigation, je mets ça, et je fais commerce, je fais ça, voilà, et à la fin, du coup, je les retire. Donc c'est un petit peu dommage, mais c'est vrai que pour le coup, quand vous jouez en solo, moi ça m'arrive régulièrement de me perdre dans le déroulé du tour, de ne plus savoir ce que j'ai fait, alors que c'est quand même important, parce qu'il y a quand même les événements qui découlent, donc on peut pas se permettre de faire trop d'actions pendant un tour.
Voilà, c'est tout ce que j'avais à rajouter concernant ce Sleeping Gods. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, donc ça permettra toujours de promouvoir donc cette vidéo, et n'hésitez pas à la partager bien évidemment, ça me fait toujours plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à interagir avec le contenu que l'on produit ici. Évidemment, si vous arrivez ici un petit peu par hasard, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes de plus en plus, et c'est vraiment gratifiant de voir qu'il y a toujours plus en plus de monde pour commenter et pour réagir par rapport à ce que je fais. Et ça me fait vraiment très plaisir. Évidemment, si vous relevez des erreurs, ça peut arriver, j'en fais quelques-unes de temps à autre, et bien dans ce cas-là, notez-les, et j'invite tout le monde à aller voir les commentaires, puisque c'est là donc, que vous trouverez les différentes corrections s'il y en a. Voilà, donc évidemment, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et de vous dire à très bientôt sur la chaîne Jeux en Carton.